notre invité politique, c'est Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, qui est représentée ce matin par Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane. Adrien Quatennens, on commence par la crise sanitaire et les chiffres de contamination qui ne baissent plus. C'est ce qu'a dit hier Jérôme Salomon. L'objectif de 5000 cas quotidiens semble ne pas pouvoir être atteint d'ici le 15 décembre. On en est encore loin, a dit hier Jérôme Salomon. Est-ce que dans ces conditions, il faut renoncer à alléger le confinement comme prévu le 15 décembre ? Écoutez, le président de la République, lors de sa dernière allocution, avait clairement conditionné la poursuite de son plan, pour une fois qu'il nous en a présenté un et qu'il avait un calendrier, au fait qu'on atteigne le seuil de 5000 contaminations. Il semblerait, compte tenu du nombre de contaminations quotidiennes, qu'on en soit encore loin. Les scientifiques nous disent que, de leur point de vue, ça paraît compliqué d'atteindre cet objectif pour le 15. Donc je crois qu'il faut appeler à la plus grande prudence. Mais je le dis aussi, il faut des alternatives au confinement. Parce que sans doute l'épidémie va durer, on le comprend. J'ai écouté sans doute comme vous la conférence de presse de M. Salomon hier et j'ai bien compris qu'il nous avait prévenu que l'hiver risquait d'être difficile. Donc il faut dire une chose, nous n'en avons toujours pas terminé, malgré parfois nos espoirs, avec ce satané virus qui est comme une chape de plomb au-dessus de nos têtes. Donc je dis une chose, la France, les Français ne pourront pas vivre, ne peuvent plus vivre au rythme des confinements et des reconfinements. Ça n'est plus possible. Donc il faut des alternatives au confinement, de manière à ce que... Quand vous dites alternatives au confinement, à quoi vous pensez par exemple ? Nous avons présenté il y a 10 jours de cela à l'Assemblée nationale avec le groupe France Insoumise un document complet d'alternatives au confinement qu'on peut retrouver sur la plateforme de la France Insoumise, qui vient s'ajouter à toute la littérature de ce qu'on a proposé depuis la première crise. On a travaillé essentiellement sur 2 concepts. Bien évidemment, c'est assez classique mais nécessaire, le renforcement des protocoles sanitaires partout où c'est possible. Vous voyez par exemple, quand on a fermé les petits commerces, on s'en offusquait. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la souffrance des petits commerçants, on comprenait mal pourquoi on ferme les petits commerces où on peut très bien imaginer et élaborer des protocoles sanitaires par du marquage au sol, par l'organisation des files, par la limitation du nombre de personnes au même endroit au même moment, mais que dans le même temps, par contre, on pouvait aller s'enfermer dans des rames de transport en commun bondées où, de mon point de vue, on risque plus de se contaminer que dans un petit commerce. Donc d'abord, renforcement des protocoles sanitaires. Et ensuite, nous avons travaillé sur le concept de roulement. Puisqu'on sait que l'épidémie circule d'autant plus que l'on est nombreux au même endroit au même moment, nous avons essayé de travailler ce concept de roulement dans tous les secteurs de la société. Par exemple, au travail, on pourrait imaginer qu'on diminue d'au moins une demi-heure le temps de travail dans la journée, de manière à organiser des rotations, que les arrivées et les sorties ne se fassent pas au même moment. On pourrait imaginer du coup qu'on adapte ces rythmes localement avec les élus locaux dans les transports en commun, parce qu'on voit aussi que, compte tenu des horaires de travail, ce sont aussi aux mêmes heures que l'on a les pics de fréquentation des transports en commun. On pourrait imaginer aussi ce système de roulement et de rotation dans les écoles, à défaut de recruter des accompagnants scolaires comme ça a été fait en Italie par exemple, où il est possible du coup de dédoubler les effectifs, si nécessaire de réquisitionner des locaux, bref. Il faut qu'on trouve toutes les solutions pour dire le virus est là et on doit l'affronter. Il faut limiter sa circulation, c'est impératif, mais il faut que la vie puisse continuer. Sinon, en gardant des mesures nationales ou il faut repasser à des mesures territorialisées ? Moi, je pense plutôt qu'il faut des mesures nationales, en tout cas une grande trajectoire, un tronc commun de mesures nationales. Et après, en fonction effectivement de la circulation de l'épidémie qui est parfois bien plus accrue dans certains endroits, on peut imaginer un renforcement des protocoles dans ces endroits. Mais je crois que le cœur de l'affaire, c'est ça, des alternatives au confinement. Vous savez, le confinement, c'est une méthode quand même moyenâgeuse. On ne peut pas mettre la France en prison comme ça, durablement. On doit pouvoir s'organiser autrement, à la condition, y compris que chacun prenne en main ses protocoles sanitaires et ses alternatives. Et puis ensuite, bien, il y a l'espoir du vaccin qu'on attend toutes et tous, même si il suscite beaucoup d'espoir, forcément, et en même temps de l'attentisme et des inquiétudes, parce que ça va très vite. En général, quand on met un vaccin sur le marché, ça prend des années que toute l'expérimentation se fasse avant qu'on puisse le faire. Là, on voit surtout dans les annonces, on voit surtout les effets sur les cours de bourse plutôt que les effets sur la santé, donc on est très attentiste sur le sujet. Et surtout, j'alerte, et je le dis au gouvernement, le vaccin ne peut pas être la seule réponse. On a besoin aussi de développer des traitements et d'accroître la recherche pour des traitements du coronavirus. Vous voyez, moi je suis élu de la première circonscription du Nord, à Lille. L'Institut Pasteur est en train de travailler à l'élaboration d'un traitement pour le Covid-19. Et je m'étonne de ne pas en entendre parler, en tout cas pas dans la bouche du gouvernement, alors que c'est un vrai sujet. Mais c'est peut-être aussi parce que l'Institut Pasteur de Lille est très discret sur ses travaux en cours. Évidemment, on comprend cette discrétion, mais en tout cas, ce que je veux dire, et les responsables politiques doivent le dire, c'est que
le médicament doit être aussi, le traitement finalement, doit être aussi une piste de travail. D'ailleurs, sur ce point, dire juste une chose rapidement, là aussi il y a un problème. Cette crise sanitaire, finalement, elle met en cause aussi un modèle. Bien évidemment, il y a le virus, mais il y a le virus qui impacte un modèle où des choix politiques ont été faits. Vous voyez, par exemple, on parle des médicaments. Vous savez que 80% des médicaments consommés en France, désormais, sont importés. Alors qu'il y a 20 ans, c'était exactement la proportion inverse. On ne produit plus en France. C'est un problème. C'est pourquoi nous proposons avec la France Insoumise l'instauration d'un pôle public du médicament pour la recherche fondamentale et pour la production en France des molécules indispensables, de manière à être pleinement souverain sur ces questions dont on voit combien elles sont centrales face à une crise sanitaire comme celle que nous connaissons. À propos du vaccin, il y aura un débat sans vote au Parlement la semaine prochaine sur la politique vaccinale. Et quelle sera la position de la France Insoumise? Est-ce que vous savez déjà ce que va défendre le groupe? Écoutez, d'abord, j'attends de voir ce que le gouvernement va nous présenter. Il y aura ce débat au Parlement vous aurez la semaine des prochaine. messages particuliers à faire passer à cette occasion? Écoutez, essentiellement ceux que je viens de vous citer, qui plus est sur la stratégie, la manière dont on va mener la campagne de vaccination. Il y a un sujet pour moi qui est important aussi, c'est qu'on l'a bien compris, cette pandémie, elle touche pas uniquement la France. C'est une pandémie mondiale. Et si elle existe quelque part dans le monde, il y a fort à penser qu'elle va revenir. Donc le vaccin devrait être un bien commun de l'humanité tout entière, puisque cette épidémie est mondiale. Et j'observe que pour l'instant, y compris dans les jeux économiques qui se font autour de la question de ce vaccin, vous devez noter que les pays riches, qui représentent 15% de la population mondiale, viennent de mettre la main sur 80% des stocks promis par ceux qui produisent les vaccins. C'est un problème. Il faut qu'on s'assure que ce vaccin... Emmanuel Macron a dit à peu près la même chose que vous lors du G20. Il a dit que le vaccin devait être un bien public. C'est pas tout de le dire, parce qu'Emmanuel Macron, il fait beaucoup de posts Facebook, etc. Il faut passer aux actes. Vous savez, vacciner toute la population mondiale, je dis pas que c'est ce qu'on fera, mais vacciner toute la population mondiale, ça représenterait 1% de ce que va coûter à l'économie mondiale cette crise sanitaire et ses conséquences économiques. Donc c'est possible de le faire. Et quand je parle d'un pôle public du médicament, c'est aussi l'idée que le médicament, les traitements ou le vaccin doivent être au service de l'intérêt général et non pas au service des hyper profits des laboratoires pharmaceutiques. Il nous faut un médicament au service de l'intérêt général et c'est pour ça que nous aurions, en tout cas de notre point de vue, tant besoin d'un pôle public du médicament en France. Avant de vacciner l'ensemble de la population mondiale, il faudrait réussir à vacciner tous les Français. C'est pas gagné puisqu'il y a près d'un Français sur deux qui veut pas être vacciné en fait. Il y a une grosse défiance par rapport au vaccin. Est-ce que vous seriez partisan, par exemple, d'un vaccin obligatoire ou comment est-ce qu'on pourrait rassurer les gens par rapport au vaccin qui arrive? Je dis au vaccin au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Moi, je me réfère beaucoup, même si on a découvert à l'aune de cette crise que il n'y avait pas que dans la politique qu'il y avait de grandes controverses, mais aussi dans le domaine scientifique. Je me réfère beaucoup à la parole des scientifiques. Et j'ai observé que beaucoup d'organismes... Vous êtes confiant, personnellement, vous ferez vacciner? Moi, j'observe que beaucoup d'organismes disent que l'obligation n'est pas la bonne manière mais vous, pour le vaccin. Écoutez, moi, à titre personnel, j'ai compris que je n'étais pas dans les personnes prioritaires au vu de la stratégie qui est annoncée, c'est-à-dire d'abord les personnes des EHPAD, le personnel de santé. Si le vaccin apporte toutes les garanties sanitaires, avec un peu de recul, a priori, c'est plutôt une bonne décision. Vous attendez. Moi, je suis plutôt attentiste. Voilà. Je suis absolument pas hostile au vaccin par principe, mais je suis plutôt, oui, attentiste. On va parler de la loi sécurité globale et des manifestations qui ont eu lieu samedi, avec encore des violences, notamment à Paris. Comment vous expliquez ces violences tous les samedis, Adrien Quatennens? Mais j'entendais mon collègue Fabien Roussel poser la question tout à l'heure et je la pose à mon tour. On comprend assez mal, compte tenu des moyens de police dont nous disposons et de renseignements, que quelques centaines d'individus qui décident de casser soient capables d'occuper autant l'espace d'une manifestation qui est d'abord finalement un sursaut démocratique contre cette loi sécurité globale. J'imagine qu'on va parler un peu du fond après. Mais donc je pose la question. Comment se fait-il que l'on ne soit pas en capacité d'empêcher une poignée, peut-être quelques dizaines, centaines d'individus de finalement nuire à toute une manifestation où parfois, comme on l'a vu il y a 10 jours, ce sont des centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées. Y compris ensuite, il y a la question de l'attention médiatique que tout cela provoque. Vous avez des tas de gens qui participent honnêtement, de manière certes déterminée, mais bon enfant à des manifestations. C'est la majorité. Et c'est la majorité, et merci de le dire, et qui, quand ils rentrent chez eux le soir, allument le poste de télévision et ont l'impression qu'on ne rend pas compte de la journée qu'ils ont vécue. Donc c'est une vraie question. Pour nous, c'est très clair. Nous n'avons jamais été favorables à la violence en politique. Nous sommes hostiles à l'utilisation de la violence en politique, aussi
pas uniquement pour des raisons morales, aussi pour des raisons stratégiques, c'est qu'on voit que ça ne fonctionne jamais et que ça détourne l'attention de l'essentiel et que surtout, compte tenu des violences qui sont menées parfois par une petite poignée de manifestants non représentatifs ou même des violences policières qui peuvent avoir lieu dans l'encadrement des manifestations, vous avez des tas d'honnêtes gens, comme j'en ai croisé encore à Paris il y a 10 jours, place de la République, qui avant la manifestation me disaient Monsieur Quatennens, bonne manifestation, mais nous on n'y va plus parce qu'on a peur. Il n'est pas normal qu'en France, lorsqu'on veut revendiquer, ce qui est aussi la démocratie, la rue à elle seule n'est pas la démocratie, mais la rue c'est aussi la démocratie. Il n'est pas normal que des gens hésitent ou aient peur de manifester en France. Des manifestations comme celle-là sont de salubrité publique et on devrait pouvoir y venir avec les gamins dans la poussette s'il le fallait, sans craindre pour soi et ses proches. On a l'impression qu'on est en train de se réinstaller dans un cycle de manifestations tous les samedis qui dégénère en tête de cortège, etc., ou en fin de manif. Qu'est-ce qui permettrait d'obtenir une désescalade ou d'arriver à sortir de cette espèce de spirale qui n'est pas sans rappeler le début du mouvement des Gilets jaunes? Et je crois que dans le cas de la loi sécurité globale, maintenant les choses sont assez claires. C'est une loi dans sa globalité qui est mauvaise. Alors c'est pas juste l'article 24 pour vous, c'est non, la loi. L'article 24, il a beaucoup occupé l'attention parce que c'est un article qui, compte tenu de sa rédaction, vise quelque chose. Vous savez, personne ne supporte qu'il y ait des menaces à l'encontre de policiers, de leur intégrité physique, qu'on mette la photo d'un policier en ligne avec son adresse ou que sais-je pour le menacer. Et d'ailleurs, la loi n'a pas attendu M. Darmanin pour empêcher cela et pour condamner quand ça arrive. Pour vous, il n'y a pas de vide juridique? L'article 24, c'est un article qui vise à amoindrir la capacité à diffuser les images et à rendre compte de l'action des forces de police. Si vous, demain, vous baladez dans une manifestation, que vous êtes témoin d'une action qui vous paraît malvenue, de violence policière, et que vous prenez votre téléphone portable, si la loi s'appliquait, un policier pourrait décider que peut-être vous vous apprêtez par la diffusion de ces images à intenter à son intégrité psychique et donc vous empêcher de le faire parce qu'un policier a une capacité préventive avant qu'un délit soit commis. Voilà ce dont est question l'article 24. Après nous avoir refusé... L'article 24, juste, il est entre les mains du Sénat à l'heure actuelle. Est-ce que vous faites confiance au Sénat pour écrire cet article 24 ? Écoutez, en tout cas, c'est aujourd'hui aux sénateurs qu'il appartient de traiter cette question et non pas à une énième commission Théodule comme à l'habitude d'en créer le gouvernement. Parce et vous que leur faites cette confiance loi... aux sénateurs ? Écoutez, en tout cas, on va voir ce qu'ils font de ce texte. Ensuite, il reviendra à l'Assemblée nationale. Mais je veux insister sur le fait, vous m'avez lancé là-dessus, c'est pas seulement l'article 24. Pourquoi ? Parce que dans sa globalité, cette loi est mauvaise. C'est une loi qui participe de cette doctrine de l'accroissement de la conflictualité, alors que nous aurions besoin d'un changement de doctrine. Vous savez, nos voisins allemands, par exemple, dans l'encadrement des manifestations, ils n'utilisent ni LBD, ni grenades de désencerclement. Ils ont des instruments plutôt de dissuasion et ils vont au règlement des conflits. Ils n'ont pas besoin de ces techniques particulières qui font même que la France, d'ailleurs, est montrée du doigt. Cette loi sécurité globale est une honte pour la France. Elle fait que nous sommes montrés du doigt à l'international par l'ONU, par plus d'une centaine d'organisations de défense des droits humains. Et c'est une loi qui va gadgetiser la police avec le recours aux drones, à la reconnaissance faciale, aux caméras piétons embarquées. C'est une loi qui va transférer des compétences de police à des officines privées, qui va, ça a été dit juste avant dans le plateau précédent, transférer des compétences de la police nationale à la police municipale. Sauf que la police municipale, dépendant des moyens des exécutifs locaux, c'est l'assurance de la création d'inégalités d'accès à la police républicaine. Donc, ce qu'il faudrait faire pour calmer tout ça, il faut retirer cette loi sécurité globale et permettre un véritable débat de refondation de la police républicaine. Nous avons des choses à proposer, je les résume, il faut recruter davantage de policiers. Les effectifs ont été ratiboisés, notamment par la majorité de droite à laquelle à l'époque participait M. Darmanin, qui a fait fondre les effectifs de la police. Il faut accroître leur formation. Dans le budget actuel, il y a une augmentation des effectifs de la police. Mais il faut le faire encore davantage. Il faut accroître leur formation, qui est aujourd'hui une formation expéditive, je crois que c'est entendu. Il faut un retour à la police de proximité, une doctrine de désescalade pour pacifier les relations entre la population et sa police républicaine. Et enfin, d'un mot, l'IGPN doit être dissoute. C'est une mascarade. Mais oui, écoutez, cette instance où des policiers décident entre policiers du sort de policiers, alors qu'il nous faudrait une respiration démocratique. Une instance dans laquelle vous auriez certes des policiers, évidemment, mais aussi, pourquoi pas, des magistrats, des citoyennes, des citoyens, parce que pour l'instant, cette instance vise surtout, on le voit, à couvrir les violences qui y sont dénoncées. Vous avez vu que ce matin, le président de la République annonçait la tenue d'un Beauvau de la sécurité à partir du mois de janvier. J'ai vu, juste avant de rentrer sur votre plateau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, le président de la République... Ça, c'est pas le lieu où discuter le genre de proposition que vous venez de mettre sur la table ? Mais je crois que le lieu, ça s'appelle aussi l'Assemblée nationale, que ça existe, et que le gouvernement a un drôle d'usage de la démocratie représentative, et qu'il la contourne par tous les moyens. Voyons, on nous propose donc pour vous, cette idée de Beauvau de la sécurité, c'est une façon de contourner un Ségur de la santé,
un Beauvau de la sécurité, puis après ça va être quoi, un Grenelle de... Non, franchement, ça suffit. À un moment donné, il y a l'Assemblée nationale, nous sommes élus pour ça, on pourrait avoir de grands débats sur ce qu'il convient de faire de la police républicaine pour solutionner, y compris d'ailleurs, la souffrance qu'il y a dans les rangs de la police. Moi, je l'entends. Vous savez, il n'y a pas... J'en ai assez, moi, de ce débat manichéen où il y aurait d'un côté les amis de la police avec cette loi sécurité globale et de l'autre côté les anti-flics qui la contesteraient. Non, cette loi est mauvaise, ne va pas accroître la sûreté des Français, ni la condition des policiers, dont 150 d'ailleurs se sont suicidés depuis le début de ce quinquennat, nous ne l'oublions pas. Juste une précision par rapport à ça, parmi les outils qui sont dans la loi sécurité globale que vous citiez comme des outils inadaptés ou dont vous ne voudriez pas, vous avez cité les drones, la reconnaissance faciale, mais aussi les caméras piétons. Vous n'êtes pas pour la généralisation des caméras piétons, qui peut être aussi une façon de permettre aux policiers d'exercer en toute transparence ou avec beaucoup plus de transparence, notamment par rapport à la thématique des violences policières. Mais écoutez, je pense que si nous avons totale liberté, vous journalistes, citoyens également, pour rendre compte de l'action des forces de police, qui ont finalement la violence légitime, le monopole de la violence légitime de l'État, et dont l'action, il faut le rappeler, est à caractère public, et donc doit permettre un contrôle citoyen. Si nous pouvons le faire, il n'y a pas de raison qu'on utilise ce genre de gadget. En revanche... Donc vous n'êtes pas pour les caméras piétons ? Non. En revanche, plutôt qu'un numéro vert, une énième plateforme, comme nous l'a proposé Emmanuel Macron, qui se propose d'être le chef du premier gouvernement des plateformes téléphoniques, nous devrions faire en sorte qu'il y ait le récépissé sur les contrôles d'identité. Voilà une solution calme, tranquille, qui serait plus opérationnelle. Faire en sorte que quand il y a un contrôle d'identité, il y ait un récépissé. Ce qui pourrait empêcher, ou en tout cas nous permettre de vérifier le caractère parfois disproportionné du nombre de contrôles qui sont imposés aux faciès. Voilà une solution qui nous paraît tranquille. Pour faire la transition avec un autre texte, Gérald Darmanin a dit que l'article 24 ne serait pas réintroduit dans la loi séparatisme qui sera présentée demain en Conseil des ministres. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Écoutez, moi j'ai commencé à regarder un peu les contours de cette loi, même si j'attends la version définitive qui sortira du Conseil des ministres demain. S'agissant précisément du sujet que vous évoquez, l'article 25, c'est une espèce de maxi-article 24 de la loi sécurité globale. Donc on va voir les débats que nous aurons sur le sujet. Élargi à tous les agents publics. Bien sûr, mais bon, cette loi, puisque vous en parlez, qui va être présentée demain, il y a des bonnes choses dedans pour vous ? Écoutez, ça devait être une loi contre les séparatismes. Le discours de M. Macron était ensuite monocorde, c'était le séparatisme. Puis c'était une loi de renforcement de la laïcité. Et maintenant, elle s'appellera, je crois, renforcement des principes républicains. Bon, renforçant les principes républicains. Disons une chose. Notre pays subit la menace et les attaques meurtrières de terroristes. Et je suis persuadé que cette loi ne va pas nous permettre de mieux les combattre. Voilà, je le dis. Je crois que c'est strictement inefficace si c'était ça le but du gouvernement. Si maintenant le but est celui qui est affiché dans le titre de la loi, ben je crois que c'est pareil, ça fait pchit. Parce que renforcement des principes républicains, lesquels ? Les principes républicains sont clairs, ils sont sur les frontons de tous les bâtiments publics des mairies. C'est liberté, égalité, fraternité. Je ne vois pas, par exemple, dans cette loi de renforcement des principes républicains, d'amélioration de notre service public, qui est l'incarnation même des principes de la République. Voilà. Je vois surtout un affichage politique, voire même politicien, de mesures qui, en quelque sorte, visent par ailleurs à faire que l'État s'embarque dans une forme d'organisation des religions. Mais non, demain ce sera l'anniversaire de la loi de 1905 et c'est d'ailleurs pour cela qu'opportunément ils ont choisi ce moment pour présenter cette loi. Mais la laïcité, c'est clair, c'est la séparation stricte de l'État des religions, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, et surtout, il faut le rappeler, la laïcité, c'est aussi l'égalité devant la loi, l'égalité en droit et la non-discrimination. Eh bien, puisque M. Darmanin prétend par cette loi finalement accroître les principes, renforcer les principes républicains, la France insoumise sera au rendez-vous, non seulement pour faire des propositions pour renforcer les principes républicains, mais même sur la laïcité. Écoutez, on va y travailler, pour nous c'est clair, mais même si sur la laïcité leur intention est de la croître, c'est pas à nous que ça va poser problème. Parce qu'à la France insoumise, il n'y a pas de géométrie variable s'agissant de la laïcité. La laïcité n'est ni un athéisme d'État, ni la lutte contre une religion en particulier. Par exemple, la loi laïque par excellence, celle de 1905, est-ce qu'on est d'accord pour l'appliquer sur tout le territoire national ? Nous le sommes. Et vous allez voir qu'à l'occasion de ces débats, vont peut-être se révéler
finalement les véritables ambiguïtés sur la laïcité de la part des tartuffes qui trop souvent donnent des leçons. Voilà, donc je mets en garde. Il y a peut-être des choses ça et là dans cette loi, on va regarder avec lesquelles... Quoi, par exemple la scolarisation obligatoire. Par exemple, sur la question par exemple des écoles hors contrat ou de la scolarisation, je crois effectivement que nous aurions des points d'accord. Mais regardez, encore une fois, entre les actes posés dans cette loi et les actes posés par le gouvernement ces dernières années, par exemple, M. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est responsable du fait que 150 millions d'euros aient été donnés dans les caisses des écoles privées, avec l'obligation de scolarisation à 3 ans. Donc, à un moment donné, on va aussi voir que ces débats vont sûrement être des révélateurs des ambiguïtés de certains. Stéphane, une question écologie ? Oui, on voulait vous parler de la Convention citoyenne. Donc Emmanuel Macron, le président de la République, a reconnu dans son entretien auprès de Brut que tout ce qu'a proposé la Convention citoyenne ne pourrait pas être mis en œuvre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous qui avez rencontré une délégation de la Convention citoyenne, vous en avez parlé avec eux, qu'est-ce qu'ils vous en disent ? Écoutez, ils nourrissent beaucoup de rancœur par rapport à la manière dont les suites de leurs travaux sont traitées. Il faut se rappeler que 40% des propositions reprises sous forme d'un projet de loi. Selon ce que nous on observe pour l'instant, au vu de la préparation du projet de loi, on peut vous dire qu'à peu près un tiers des propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont soit reportées au calendrier grec, soit ajournées pour le moment. Et les citoyens qui ont participé à cette convention ont formé 1000 espoirs dans les travaux qu'on leur a proposés. Souvenez-vous, ils étaient au mois de juin dans les jardins de l'Élysée, en grande pompe, et le président de la République leur disait « Je reprends tout à mon compte et je n'utiliserai qu'un seul joker ». Il se trouve que la loi qui est en cours de préparation, entre les délais qu'elle suppose, qu'elle rallonge, les propositions qu'elle ajourne, c'est finalement une loi des jokers dans sa globalité. Voilà. Donc je comprends que les citoyens nourrissent cette rancœur, et puis surtout, je le dis, nous avons besoin d'urgence maintenant d'engager la bifurcation écologique. Sinon, je le dis et j'alerte. Voyez ce que l'on vit actuellement avec la crise sanitaire et les niveaux de mobilisation que ça exige. C'est peut-être simplement une répétition générale des effets catastrophiques annoncés par les scientifiques de la crise climatique. Il va falloir se préparer à ça. C'est pourquoi nous disons qu'il faut d'urgence engager la bifurcation écologique. Et vous allez voir que ça fait même un lien avec l'économie de notre pays. Si on engage la bifurcation écologique, si on se dit la France se met au service de cette ambition-là, c'est une relance de l'économie formidable qu'il y a à la clé. Parce que songez que faire la transition énergétique, faire la transition de notre modèle agricole par exemple, faire des grands plans d'économie de la mer, rétablir le cycle de l'eau, réparer les canalisations, tout ce qu'il y a à faire, toutes ces choses-là seraient créatrices de beaucoup d'emplois, de plus d'emplois d'ailleurs que le plan de relance du gouvernement qui est en quelque sorte un saupoudrage de milliards sans aucune contrepartie sociale et écologique. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. D'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On regarde la une de Ouest France. Stéphane, ces femmes et ces hommes à la manœuvre face à l'épidémie. C'est à la une de votre journal. Merci messieurs. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le